Beaucoup de colère mardi à Ouagadougou aux obsèques de plus d'une trentaine de gendarmes tués 9 jours plus tôt par des djihadistes dans le nord du Burkina Faso. L'attaque contre le camp d'Inata le 14 novembre est la plus meurtrière contre les forces burkinabées depuis 6 ans que le pays est confronté à la violence djihadiste. Elle a fait en tout 57 morts selon le dernier bilan officiel. Parmi les proches des victimes, certains accusent le gouvernement d'avoir tenté de minimiser le bilan en évoquant dans un premier temps une vingtaine de morts. Quand ils ont compris que nous avions les vraies informations, ils ont commencé à augmenter le bilan. Et c'est ce mensonge-là qui fait que nous ne pouvons plus croire en qui que ce soit dans ce pays-là. Parce que le mensonge a assez duré. Et on ne peut pas accepter qu'on gouverne un pays avec le mensonge. Un mensonge pour dissimuler l'ampleur de la déroute de l'armée face aux djihadistes, c'est la conviction de nombre de ces Burkinabés endeuillés qui dénoncent un commandement défaillant. Les gendarmes attaqués attendaient la relève depuis plusieurs jours. Ils avaient lancé un appel à l'aide, affirmant commencer à être à court de munitions et de vivres. Nulle part au monde, on envoie des gamins au front sans une hiérarchie qui essaie de coordonner les choses. On n'a jamais entendu qu'un seul gradé burkinabé soit tombé au front. Comment on peut expliquer ça ? Le président burkinabé a lui-même reconnu des dysfonctionnements au sein de l'armée et promis des sanctions. 2 commandants ont d'ores et déjà été démis de leurs fonctions. La colère des Burkinabés excédés par la violence djihadiste se manifeste aussi contre la France qui intervient au Sahel depuis 2013. Elle est jugée au mieux incapable d'éradiquer ce fléau, au pire complice. Un convoi militaire français allant de la Côte d'Ivoire au Niger a été bloqué par des milliers de manifestants dans plusieurs villes du Burkina, notamment ici samedi à Kaya, où au moins 4 personnes ont été blessées. Pas question pour eux de laisser Addis Abeba tomber aux mains des rebelles. Ces centaines d'Éthiopiens ont décidé de venir grossir les rangs de l'armée, alors que les combattants de la région dissidente du Tigré, en guerre depuis plus d'1 an contre les forces gouvernementales, se sont rapprochés de la capitale avec leurs alliés. Cela m'inquiète beaucoup. C'est pourquoi je rejoins le recrutement. Je ne peux pas attendre qu'ils viennent ici. Je sais que les rebelles tigréens ne veulent pas venir jusqu'ici avec leurs seuls moyens. Je sais qu'ils sont aidés. Je veux aller combattre ceux qui les aident. Selon un média officiel, le Premier ministre Abiy Ahmed est désormais lui-même au front pour diriger la contre-offensive. Cette escalade militaire a poussé l'ONU à évacuer les familles de ses employés internationaux en Éthiopie. Et Paris et Londres ont appelé leurs ressortissants à quitter le pays sans délai. À nouveau, côte à côte, 1 mois après le putsch militaire au Soudan. D'un côté, le Premier ministre Abdallah Hamdok, qui fait ici sa première réapparition publique après avoir été placé en résidence surveillée. De l'autre, celui qui l'avait écarté du pouvoir le 25 octobre, le général Abdel Fattah al-Burhan. Dimanche, soit 4 jours après un mercredi noir marqué par la plus sanglante répression depuis le putsch, les 2 hommes ont signé un accord qui rétablit le chef du gouvernement dans ses fonctions et prévoit la libération de détenus politiques. Cet accord contribue, nous l'espérons, à lever les blocages internes et externes, mais aussi à restaurer le processus de transition vers une démocratie durable. Mais cet accord est loin de faire l'unanimité. Les manifestants anti-putsch accusent Abdallah Hamdok de trahison. Ils ont à nouveau défilé dimanche à Khartoum pour maintenir la pression sur les nouvelles autorités dont sont exclus les partisans d'un pouvoir uniquement civil. Désormais, Hamdok n'est plus accepté dans la rue. Si vous écoutez les chants maintenant, ils se sont tous transformés en appel contre lui. En faisant ce qu'il a fait, il a trahi la rue. Il a trahi tous les accords que nous avions avec lui pour un gouvernement civil et une transition vers un régime civil. La détermination de ces manifestants résiste à la répression qui en 1 mois a fait une 40aine de morts et des centaines de blessés.
Il n'y aura pas de nouveau Kadhafi à la tête de la Libye. À un mois de la présidentielle, l'autorité électorale du pays a rejeté mercredi la candidature du fils cadet de l'ex-dictateur Seif al-Islam, recherché par la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité. Une candidature contre laquelle s'étaient dressés ces manifestants qui dénoncent aussi celle du maréchal Khalifa Haftar. Pour eux, l'homme fort de l'Est du pays est également un criminel de guerre. En tout, ils sont près d'une centaine de candidats pour la première présidentielle de l'histoire du pays, aboutissement d'un processus politique laborieux parrainé par l'ONU pour mettre fin à une décennie de chaos. Parmi les plus en vue, le Premier ministre par intérim, Abdelhamid Debba, riche homme d'affaires mais novice en politique, réputé proche d'Ankara et des frères musulmans. C'est une belle bâtisse dans un quartier riche de Johannesburg. Nelson Mandela y a vécu 8 ans. Il s'y était installé peu après sa libération pour profiter enfin de ce dont il avait été privé en prison. À l'intérieur, tout a été refait. Après avoir été abandonnée à des squatteurs, la maison a été transformée en hôtel et la chambre de l'ancien président, ensuite présidentielle. Nous voulons vous montrer des aspects de la vie de Madiba que vous ne connaissez pas et aussi vous apprendre des choses que vous ne saviez peut-être pas auparavant. C'est aussi une opportunité pour la Fondation Nelson Mandela qui possède de magnifiques œuvres d'art dans ses archives. C'est l'occasion d'exposer ici toutes ces œuvres. Un hôtel-galerie donc, mais surtout pas un mausolée. La Fondation Mandela, désormais propriétaire des lieux, tient à garder une atmosphère de maison paisible et chaleureuse. La cuisine y joue un grand rôle. Ici, le menu est inspiré par ce qu'aimait Nelson Mandela. Et au fourneau, c'est sa cuisinière qui officie. Pendant une vingtaine d'années, elle lui a notamment mitonné de nombreux samp, plats traditionnels à base de maïs séché. Il aimait le samp et les haricots avec le ragoût de queue de bœuf. C'est ce qu'il aimait le plus, mais il appréciait tout ce qu'on lui servait. Celle pour qui Mandela était plus un père qu'un patron se souvient avec émotion d'un homme simple, facile à contenter et qui savait mettre les gens à l'aise. Ici, si les clients veulent des anecdotes sur le grand homme, on leur en raconte, mais s'ils n'en demandent pas, on les laisse tranquilles. L'objectif est avant tout qu'ils passent un bon séjour, comme dans n'importe quel hôtel. Pour le gérant, le meilleur moyen de prolonger l'héritage de Mandela est en effet de garder ce lieu vivant et donc qu'il soit financièrement autonome, contrairement à d'autres lieux de mémoire de l'apartheid dont la survie est menacée. Cet endroit sera là pour de nombreuses années encore pour que beaucoup plus de gens le voient parce qu'il sera viable économiquement. Mais l'argument ne convainc pas tous les admirateurs de Mandela pour qui ce luxe est bien éloigné des idéaux d'égalité et de justice que l'ancien président a toujours défendus.